Eh bien, bienvenue à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Nous allons rester ensemble pendant 1h30 et ensemble, nous allons aborder, creuser, décrypter et élever le débat sur la révolution circulaire, les ressources au cœur des transitions. Alors, si vous êtes anglo-saxon, vous avez un casque et vous devez vous connecter sur le canal numéro 1 si vous voulez avoir la traduction du français en anglais et puis vice-versa. Si vous voulez parler en français, bon, vous avez le numéro 3. Nous avons 1h30 ensemble et nous avons 6 experts. Alors, bienvenue à cette table ronde consacrée donc à la révolution circulaire. Dans un monde où les ressources s'épuisent et où nos modèles économiques doivent évoluer, il ne s'agit plus seulement de recycler, mais de réinventer notre rapport aux matières premières, de repenser nos modes de production et de consommation pour les inscrire dans une logique durable et résiliente. Aujourd'hui, nous avons 6 acteurs clés de l'économie circulaire, tous engagés sur le terrain ou en entreprise pour partager leur expertise et leur vision. Nous avons Raphaël Gustavi, directeur adjoint de la direction économie circulaire de l'ADEME, qui accompagne les transitions vers des modèles plus durables. Nous avons ensuite Xavier Houot, vous êtes associé chez Bain et Compagnie. Vous êtes un expert en transformation des entreprises vers des pratiques plus responsables. Nous avons également Maïté Ketterer, directrice économie circulaire chez Saint-Gobain, qui œuvre pour intégrer le réemploi et la circularité au sein de l'industrie. Ensuite, nous allons aller en Espagne avec Javier Goyeneche. Vous êtes le fondateur d'EcoAlf. C'est une marque pionnière de la mode durable qui transforme notamment les déchets en ressources. Il y aura également une deuxième Cyrielle à cette table ronde. Cyrielle Caillot, vous êtes la cofondatrice des Alchimistes et vous révolutionnez la gestion des biodéchets en ville. Et puis, nous avons Célia Renesson, la fondatrice et directrice générale d'un réseau que vous devez connaître peut-être, le réseau Vrac et Réemploi, engagé pour démocratiser une consommation sans emballage, jetable. Et bien évidemment, vous êtes une militante de la reuse economy. Nous allons aborder ça en fin de table ronde. Et moi, je suis Cyrielle Ariel, journaliste d'impact spécialisée sur les enjeux environnementaux et beaucoup de RSE. Je suis ravie de modérer cette session avec vous tous. On va commencer tout de suite avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, avec Raphaël. Alors tout d'abord, nous allons un peu expliquer ce qu'est concrètement l'économie circulaire et en quoi elle diffère du modèle économique linéaire traditionnel, Raphaël. Bonjour à toutes et à tous. Merci Cyrielle. Donc effectivement, le concept de l'économie circulaire, qu'est-ce que c'est ? On en parle déjà depuis quelques années, je dirais 15 ans à peu près, et ça vient s'opposer au principe de l'économie linéaire, où le principe de l'extraction de matières, de ressources naturelles pour les transformer, fabriquer des nouveaux produits, en consommer beaucoup, en fabriquer beaucoup et les jeter sans trop de questions derrière, avec souvent une fin de vie en élimination, décharge ou incinération. Le principe, c'est de changer de paradigme et d'aller vers effectivement plus de circularité des ressources, mais aussi une question autour de la préservation des ressources et une approche de sobriété matérielle qui permet de réduire notre pression sur les ressources naturelles. Ça vient en cela être différent de l'économie linéaire classique telle qu'on la connaît encore beaucoup aujourd'hui, parce qu'on va prendre en compte finalement des externalités sur l'environnement de façon générale, sur le changement climatique, la question de la perte de biodiversité ou les différentes pollutions qui sont inhérentes à ce système linéaire, donc très extractiviste et très productiviste. Donc on va avoir une approche qui va favoriser donc, la circulation des matières, donc le changement de modèle économique également, on va en reparler. Et ce modèle d'économie circulaire doit venir s'appuyer également par des changements de modèle de consommation. À rappeler surtout que vers à peu près midi et demi, il faut à chaque fois l'allumer et l'éteindre après, excusez-moi. C'est surtout très important, à partir de midi et demi, vous allez à peu près avoir une demi-heure de questions-réponses avec nos intervenants. Voilà. Et quand vous poserez vos questions, n'oubliez pas, comme moi, d'allumer et ensuite d'éteindre vos micros. On continue avec vous, Raphaël. Quels sont aujourd'hui actuellement, et oui, d'éteindre en mute vos téléphones portables. Quels sont les principaux enjeux de l'économie circulaire aujourd'hui? Surtout, quels sont les défis pour accélérer cette transition? Donc les défis, effectivement, et les besoins, c'est finalement de réussir à massifier ces modèles d'économie circulaire par rapport au modèle d'économie linéaire. Comme je disais tout à l'heure, ce sont des concepts qui existent déjà depuis quelques années, qui peuvent être appliqués
par portion, finalement, sur actionner différents leviers. L'idée, c'est de pouvoir massifier l'ensemble des leviers sur l'ensemble de l'économie, et donc ça veut dire engager à la fois tous les producteurs et les consommateurs pour pouvoir vraiment avoir ces modèles d'économie circulaire comme étant des standards. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on continue à avoir ce modèle linéaire qui ne prend pas en compte les externalités environnementales ou sociales, et ça se répercute directement sur effectivement des volumes qui continuent à être énormes, des volumes de production énormes par rapport aux limites planétaires. Et du coup, notre modèle actuel, qui est celui omniprésent, n'est pas compatible avec ces limites planétaires. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir massifier les modèles circulaires. Et donc de réduire cette empreinte ressource et de mieux préserver les matières premières. Exactement. Toujours allumé. Exactement. C'est bien l'objectif finalement de sobriété en termes d'utilisation de matières, tout en continuant à répondre finalement aux besoins des consommateurs. Il ne s'agit pas non plus de parler forcément de décroissance, comme on peut l'entendre. Le principe de sobriété peut tout à fait s'accompagner d'une réponse aux besoins des consommateurs et de continuer à produire une valeur. C'est juste une valeur qui sera différente. Quels sont aujourd'hui concrètement les leviers qui permettent d'opérer cette transition à plus large échelle, et quelle place occupent aujourd'hui les solutions comme l'éco-conception, l'allongement de la durée de vie des produits ou encore le réemploi dans ce nouveau modèle? Donc là, tout ce que tu viens de citer, ce sont des leviers de l'économie circulaire. Ces leviers doivent être mis en place par les producteurs, par les entreprises et doivent être utilisés par les consommateurs. Donc typiquement, sur ce que peut faire une entreprise, c'est par exemple travailler sur l'éco-conception de ses produits. On a fait des études auprès des entreprises qui avaient mis en place ces démarches et on voit que systématiquement ou quasiment, ce sont pour ces entreprises des leviers de création de valeur, de différenciation finalement par rapport à leurs concurrents, et donc une augmentation parfois et même souvent de leur chiffre d'affaires, ou en tout cas de leur part de marché sur une catégorie donnée. C'est une meilleure compétitivité, c'est aussi retrouver du sens pour les entreprises et du coup pour les personnes qui y travaillent. Donc c'est une place essentielle par rapport à la valeur de l'entreprise de façon générale. C'est également une prise en compte d'autres leviers, notamment d'avoir une approche de décarbonation qui là aussi permet une meilleure compétitivité et de venir gagner certains marchés. Je pense par exemple au marché public. Après, si on parle de sujets comme les modèles économiques, l'économie de la fonctionnalité, c'est travailler justement sur une meilleure valeur tout en n'étant plus sur une vision de production en volume, mais bien de diminuer les volumes de vente tout en conservant une offre qui réponde aux usages. On a aujourd'hui, par exemple, des grands groupes. Oui, voilà. Quels sont les secteurs justement qui sont les plus avancés concernant cette économie de la fonctionnalité, donc privilégier l'usage plutôt que la possession? En réalité, il n'y a pas de secteur plus avancé l'un que l'autre. On est encore dans le défrichage de ce sujet, dans la création de ce modèle. Et on a, en tout cas nous on l'observe, des entreprises qui se posent des questions. Et c'est également des grandes entreprises, celles qu'on connaît tous au quotidien. Je pense à La Poste, je pense à Intersport, Bouygues, Engie, Carrefour, même BASF, qui ont pourtant des modèles de base qui sont portés sur le volume. Et ils travaillent ensemble, finalement, au travers d'une animation qu'on leur propose, pour essayer de craquer justement cet ancien modèle et de proposer une offre qui soit compatible avec ce que souhaitent leurs dirigeants, compatible avec ce que souhaitent leurs consommateurs, en tout cas leurs clients, tout en ayant cette approche de on diminue les volumes de vente. Et donc on est plus dans une recherche de limiter le gaspillage de ressources. Et donc du coup vient la question, comment ça se passe? On a bien vu, voilà, il y a de plus en plus d'industries qui s'en emparent, et on verra aussi plus tard qu'il y a aussi également les industries, les compagnies, les entreprises sont forcées également par la réglementation, la loi AGEC, etc. Mais justement, qu'est-ce que ça donne en matière de compétitivité et d'innovation chez ces groupes-là qui s'en emparent, comme La Poste, etc.?
La difficulté, c'est qu'on n'a pas les mêmes fameux KPI que dans l'économie classique. Donc c'est difficile de répondre à cette question parce que finalement, on est sur une création de valeur qui est souvent sur du plus long terme. Donc aujourd'hui, on est encore je considère qu'on est encore dans une phase d'expérimentation. Ce qu'on peut remarquer, c'est que ces offres servicielles, quelque part, elles sont de toute façon, d'un point de vue indicateurs environnementaux, plus vertueuses. Donc on va avoir de base des économies, mais plutôt sur des questions carbone ou économie de matière. Et une dernière question concernant les évolutions majeures, effectivement. Qu'est-ce que vous attendez, vous, dans les prochaines années, d'un point de vue de l'ADEME, dans cette transition ? Les objectifs. Ouais, alors c'est très frustrant parce que je pourrais vous parler, je pense, pendant plusieurs heures de beaucoup de choses encore. Oui, mais ils ont d'autres tables rondes. Ouais, c'est ça. De recyclage, par exemple. En fait, pour le futur, ce qu'on souhaite, ce qui est souhaitable, c'est d'avoir des modèles qui sachent conjuguer à la fois le concept de la sobriété, de la baisse de la vulnérabilité des entreprises aussi par rapport aux questions d'approvisionnement en matière, en ressources. C'est de pouvoir avoir une forme de réindustrialisation, mais qui réponde finalement aux besoins locaux, qui ne soient pas dans la surexploitation, dans la surperformance. C'est aussi un changement au niveau de la consommation, d'avoir de nouveaux imaginaires, de nouveaux récits qui fassent continuer à faire rêver, mais pas sur le même modèle qu'actuellement. J'ai envie de dire qu'il faudrait partir sur du less is more ou du old is beautiful, par exemple. Donc on a un sujet vraiment autour de changer ce paradigme aussi au niveau de la consommation qui privilégie l'usage plutôt que la possession de produits. Des produits qui ne soient pas dictés par le besoin de nouveauté et de surperformance. C'est des modèles aussi qui permettent la création d'emplois locaux, des emplois aussi plus qualifiés autour de l'économie circulaire et qui limitent la production de déchets. Et quand déchets il y a, parce qu'il y en aura toujours, que ces déchets soient recyclables. Et donc ça implique aussi des produits qui soient mieux conçus pour permettre cette durabilité et cette recyclabilité. Merci beaucoup, Raphaël. Alors maintenant, concrètement, on va aller voir un cabinet de conseil, justement en stratégie, qui accompagne ces entreprises dans leur stratégie de transformation et voir comment, de manière concrète, ça voit le jour. Donc Xavier Huot, donc vous, associé chez Bain et compagnie, selon vous, comment effectivement cette transition vers cette économie circulaire, elle peut s'accélérer dans des secteurs traditionnels comme l'énergie ou l'industrie? Et surtout, quel est l'impact de l'arrivée également de l'intelligence artificielle dans cette transition? Excellent, merci Cyrielle et bonjour à tous, très heureux d'être ici. On voit déjà l'économie circulaire qui s'accélère, Cyrielle, d'ores et déjà. Je vais prendre quelques chiffres. En 2024, ces appareils que la plupart d'entre nous avons, les smartphones, il y a eu 5% de croissance des appareils reconditionnés. Donc mon iPhone est reconditionné, je l'ai acheté il y a 3 ans. Et la croissance de 5% est supérieure à la croissance des smartphones neufs de 3%. Donc on voit que ce sont des marchés qui peuvent se développer plus. Si je vais dans le domaine des métaux et des matériaux, le cuivre, aujourd'hui, le cuivre recyclé a une croissance de 10% par an, contre 5% pour la matière vierge. Le monde du luxe, en 2024, a reporté une croissance plutôt atone. En revanche, le luxe d'occasion est la poche de croissance et de marché qui a cru de manière la plus importante. Si je regarde d'une autre manière cette accélération Cyrielle, Bain, nous sommes partenaires du Forum économique mondial Davos sur le sujet de la circularité. On a questionné 420 exécutifs du monde entier dans différents secteurs et voilà ce qu'ils nous disent. Ils nous disaient il y a 3 ans, 40% d'entre nous considérions que la circularité était importante à très importante pour notre succès. Aujourd'hui, c'est 75%. Et ils disent dans 3 ans, ce sera 95%. Donc, ce qui est encourageant, c'est de voir que les dirigeants d'entreprise, les dirigeantes, ont bien compris que ce sujet est un sujet stratégique. Et ce que ce même sondage nous indique, c'est que 70% de ces 420 dirigeants du monde entier nous disent c'est bon pour le business, c'est bon pour les revenus. 60% sur la résilience, capacité à accéder à des matières, à être robuste dans un monde où la géopolitique évolue. C'est 60% d'émissions de gaz à effet de serre, 60% de contributions positives aux gaz à effet de serre. Et puis 50-55% nous disent c'est bon pour réduire les coûts. Donc ces facteurs-là, Cyrielle, montrent que finalement, beaucoup de gens ont compris que c'était un bon sujet, la circularité. Et pour accélérer encore plus, je pense qu'on discute aujourd'hui, c'est intéressant.
Je pense que c'est changer l'image de ce sujet. C'est beaucoup plus qu'un sujet d'efficacité ressources, c'est déjà très bien, ou de ESG ou de RSE. C'est vraiment perçu maintenant comme un sujet de compétitivité, d'innovation et de leadership technologique. Deuxième question sur l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, c'est plus d'énergie et peut-être plus de carbone. Donc il y a un aspect externalité négative qu'il faut évidemment réduire. En revanche, en matière des usages de circularité, je vais prendre 4 exemples. Le premier, c'est sur la maintenance préventive et prédictive. Quand on a aujourd'hui 30 milliards d'objets sur la planète qui sont connectés, et donc ils produisent des données considérables sur sont-ils utilisés, quantité d'énergie consommée, quel est leur comportement. L'intelligence artificielle permet, en un clin d'œil, de permettre de suggérer une action de modernisation, de reprise, d'amélioration de la performance, de décider ce produit-là vaut mieux qu'on le reprenne, qu'on le modernise et qu'on s'en serve pour un autre usage. Donc la durée de vie des produits, l'éco-conception aussi, quand on a des centaines de composants dans un produit, c'est comment remplacer des matériaux pour les rendre circulaires, comment faire pour que le produit soit modulaire. L'intelligence artificielle d'ores et déjà est utilisée pour ces modèles-là. Et un autre exemple, c'est comment identifier ces clients qui ont envie, dans la grande consommation, comme dans le monde B2B, de relations entre les entreprises, quels sont ces clients qui ont envie d'acheter l'usage plutôt que l'objet? Quels sont ceux qui sont sensibles à partager, à louer, plutôt qu'à acheter? Et l'intelligence artificielle permet de comprendre des types de comportements de clientèle pour aller proposer des offres circulaires et de fonctionnalités de manière beaucoup plus précise. Donc il y a une grande quantité d'opportunités liées à permises par l'intelligence artificielle. Et concernant cette transition, quels sont aujourd'hui les principaux freins que vous avez identifiés effectivement quand il s'agit d'intégrer cette économie circulaire? Alors, je vais venir aux freins dans une minute. Je pense qu'il y a déjà beaucoup d'opportunités, je pense que je vais l'avoir illustré, c'est d'opportunités d'innovation, d'intimité client. Et si on est capable de s'entendre sur un bon vocabulaire, on peut avancer très bien dans une entreprise. Les freins qu'on rencontre, pour ceux pour lesquels l'enjeu est d'intégrer des matériaux secondaires, c'est que parfois ces matériaux secondaires issus du recyclage sont plus chers. C'est vrai qu'aujourd'hui, un polyamide recyclé, un polypropylène recyclé, certains métaux, la demande est telle par rapport à l'offre que finalement le prix est supérieur. Donc c'est un défi, hein. Il y a le coût de la main-d'œuvre. Dans certains cas, reprendre un objet, le réparer, le dévisser, le diagnostiquer, c'est déjà plus de coûts que ce que la valeur résiduelle du produit permet d'absorber. Donc, il y a des aspects opérationnels. Il y a plus que ça, même parfois des obstacles culturels. C'est que les clients eux-mêmes, entreprises comme particuliers, ils n'ont pas envie de louer ou de faire réparer. Il y a aussi des comportements d'achat où on a l'habitude d'acheter du produit neuf, de l'infrastructure, et donc il y a aussi des aspects culturels. L'entreprise elle-même, elle a l'habitude de pousser des produits neufs. Donc c'est aussi un changement complet de business, de réflexion sur comment je peux continuer à faire mon business tout en étant maintenant dans la réparation, dans le service, dans l'usage. Donc il y a quelques freins, mais une fois qu'ils sont posés, ils sont adressables. Saint-Gobain va pouvoir nous parler de leur approche. Il est bien sûr possible d'aborder ces sujets de manière positive. Est-ce qu'il existe justement, Xavier, une feuille de route, voilà, typique pour ces entreprises qui souhaitent petit à petit, voilà, intégrer, peut-être renforcer, voilà, ou décarboner leur feuille de route RSE? Alors, c'est sûr que les secteurs sont très différents. Donc, si on parle de textile versus machine ou automobile, on va avoir des approches différentes. Ce qui est commun, ce qu'on voit comme commun dans... L'industrie la plus à la pointe, est-ce que c'est avec la mode? Historiquement, les secteurs qui sont à la pointe, l'automobile, depuis des décennies, répare, vend d'occasion, les photocopieurs, la technologie, on a quand même des groupes qui ont une partie de leur chiffre d'affaires significative dans des objets de seconde main. Ils maîtrisent la location longue durée, ils maîtrisent l'usage. Donc, on a quand même des secteurs qui sont plus à la pointe dans les objets technologiques à forte valeur ajoutée. Donc, la feuille de route, c'est déjà de s'entendre avec un comité de direction sur le vocabulaire. De quoi parle-t-on ? Ce n'est pas juste un problème de RSE, d'image ESG, c'est vraiment une dimension de transformation. Donc déjà, si on est clair sur le vocabulaire, on est clair. Ensuite, si on est capable de segmenter la circularité dans des territoires bien disjoints, c'est très différent de parler d'éco-conception et de matériaux recyclés, de services pour faire durer le produit, de business model de location et enfin d'efficacité dans les usines. Donc déjà, quand on est clair sur la cartographie des thématiques, on est capable d'être beaucoup plus clair et de lever les obstacles. Je souris parce qu'on y arrive, on y arrive. Justement, quelles sont les innovations récentes dans cette gestion des ressources ou des matériaux recyclés qui vous semblent particulièrement prometteuses pour les prochaines années, si on se projette? Il y a beaucoup d'innovations. Alors, on a parlé des logiciels et de l'intelligence artificielle. On peut parler de la traçabilité amont comme aval. Donc, en amont, c'est de savoir d'où viennent les ressources pour qu'en aval, on puisse
en faire le meilleur usage. Marquage des plastiques, marquage des composants pour être capable à nouveau d'en avoir une seconde vie, c'est un premier sujet. Donc on voit beaucoup de technologies, marquage au laser, marquage, fléchage, blockchain. Il y a aussi pas mal d'innovations dans le domaine du démantèlement des produits. Vous avez tous vu les vidéos à nouveau de Apple qui a des robots pour démanteler à toute vitesse les robots et rendre ça plus efficace. On parle aussi beaucoup de lien avec la chimie. Quand on parle de recyclage des batteries électriques en fin de vie, on broie le matériau, on veut avoir accès au lithium, au nickel et au cobalt issus du recyclage. Ben on a des processus très complexes où les investissements en termes de chimie du raffinage de la black mass, d'être capable d'extraire de ces batteries qui ont été utilisées, le lithium issu du recyclage, le nickel issu du recyclage, le cobalt. Donc c'est des innovations qui existent, qui sont en train de se maturer. Et on peut rajouter ça sur le recyclage plastique, non pas mécanique, mais chimique, où là, quand on n'est plus capable de broyer le PET et le transformer, on a besoin d'avoir des matériaux plus complexes, plus chimiques. On voit aussi un lien entre les traditionnels issus du recyclage et la chimie qui émerge. Et de manière très concrète, est-ce que vous avez des exemples à nous partager en termes de partenariat? Parce que c'est ça l'économie circulaire, c'est la collaboration avec différents acteurs, des entreprises, les pouvoirs publics, des consommateurs, parfois aussi des associations, des NGO. Est-ce que vous avez des exemples de collaborations qui ont été efficaces? Oui, alors oui, et c'est vrai que c'est quasiment dans l'ensemble des sujets d'innovation circulaire, on voit toujours des partenariats 2 à 3. L'étude qu'on a réalisée en 2024 avec le Forum économique mondial parle justement des écosystèmes pour faire émerger l'économie circulaire. Je vais prendre quelques exemples ici en France. Un exemple qui est admiré dans le monde entier, c'est le partenariat entre Suez et Renault, qui depuis 20 ans a fait émerger un modèle circulaire de fin de vie et de seconde vie des véhicules. Donc c'est du partenariat entre des acteurs. On a dans l'étude parlé d'un fabricant de machines, Trumpf, qui fait du machine as a service avec un financier, Munich Re, ou Schneider Electric, dont j'étais récemment pendant 10 ans le responsable économie circulaire, où chez Schneider Electric, on a des modèles de partenariat avec The Carlyle Group, Hug Capital, Temasek, pour faire émerger de l'économie de fonctionnalité. Donc il y a, oui, des partenariats sont nécessaires, logistique, financier, et puis seconde vie du produit, seconde vie, y compris des canaux pour distribuer des produits secondaires. Beaucoup de questions encore, on continue. Xavier, justement, comment cette approche circulaire, elle peut non seulement générer de la valeur économique, compétitivité, mais aussi devenir un levier de différenciation stratégique pour une entreprise? Je pense que ça peut être également attractif pour la jeunesse, on va en venir. Et ensuite, les attentes des investisseurs, est-ce que cela évolue pour favoriser, pour pousser au-delà de la réglementation ces modèles d'affaires plus circulaires? Oui, absolument. Au-delà de la génération économique, il y a l'aspect résilience. C'est vrai que quand on est capable, en plus dans un monde où la géopolitique est très fluctuante, l'accès aux matériaux critiques, aux terres rares, celui qui est capable de dire « je suis capable d'aller chercher des matériaux, récolter des pièces et des matériaux », se donne des avantages stratégiques. La marque employeur, vous l'avez dit, Cyrielle, c'est aussi l'intimité client. L'enjeu principal de la circularité, c'est la proximité avec le client. C'est qu'on n'est pas dans une approche transactionnelle, on vend un produit et on disparaît. C'est qu'on crée les conditions d'une relation qui est durable, qui est des événements. On reprend, on améliore, on connecte, on sert. Et du coup, ça, c'est extrêmement stratégique. Pour accélérer, la question des investisseurs, ils sont très intéressés aussi par le sujet. Pourquoi? Pour les mêmes raisons. C'est la résilience, c'est l'intimité client qui donne accès à des revenus récurrents, et puis c'est le fait de rendre une entreprise dans laquelle ils vont investir, qui est efficace en ressources, qui est bas carbone, et donc elle est mieux robuste pour affronter un monde qui change. Très bien. Je vais devoir accélérer, Bien passer, sûr. et il y aura d'autres questions. Je suis sûre que le public également a beaucoup de questions. Donc, merci beaucoup, Xavier. J'accélère pour justement vous donner la parole, parce qu'on a encore 4 intervenants. Alors, on va passer maintenant dans le secteur. On va aller voir un industriel de terrain avec Saint-Gobain, qui s'est donné des objectifs de circularité depuis plus déjà une dizaine d'années. Savoir que l'industrie de la construction, c'est quand même, représente 40% des gaz à effet de serre. Alors, Maïté Keterer, vous, est-ce que vous pouvez nous présenter concrètement en quoi consiste votre approche circulaire, et on va dire de manière très holistique, tout au long du cycle de vie de vos produits chez Saint-Gobain? Oui, tout à fait. Alors d'abord, je vais vous présenter le groupe Saint-Gobain très rapidement. Voilà, ça s'affiche merveilleux. Donc Saint-Gobain, une chanceuse. Très grande chanceuse qui a 2 slides. Donc la première, c'est juste pour vous montrer ou vous rappeler que à Saint-Gobain, donc nous concevons, produisons, distribuons des produits de construction dans 80 pays. Nous sommes 160 000 collaborateurs et nous avons 360 ans cette année
Donc voilà, on n'est plus vraiment très jeune, mais on continue d'avoir des tas d'idées. Et notamment, on capitalise sur toutes ces années d'expérience. Et vous allez le voir, on va beaucoup développer la partie industrielle. On a beaucoup parlé des enjeux d'innovation, etc. On fait ça au quotidien. Donc, effectivement, on consomme au niveau mondial, la filière bâtiment consomme 50% des ressources. Donc, on a effectivement un enjeu totalement important à adapter, à réduire, etc., etc. Et donc nous, le groupe, on est engagé sur 3 fronts. La rénovation, parce que quand on rénove, eh ben, on évite de démolir un bâtiment pour le reconstruire. La construction légère, parce qu'elle consomme moins de ressources. Et puis la décarbonation du secteur. On en a parlé, Saint-Gobain a pris l'objectif d'être 0 émission nette de carbone à 2050. Et donc l'économie circulaire va y participer. Donc comment on fait sur notre approche circulaire? Eh bien, tout simplement, on prend chaque étape de la vie d'un produit. Donc on a parlé de l'éco-conception et je vous expliquerai après comment on fonctionne et sur quel pilier on travaille. Concernant la fabrication, on consomme de la matière naturelle. Donc dans nos process, on les adapte pour faire en sorte qu'ils soient le plus efficaces. Par exemple, éviter d'avoir trop de déchets de production. Donc on réfléchit à nos machines, à nos process pour faire en sorte qu'on perde le moins de matière possible quand on fabrique. Et on travaille aussi beaucoup sur l'eau. N'oublions pas que l'eau, c'est une ressource et qu'on a beaucoup de process qui utilisent de l'eau. Et donc l'idée, c'est comment on fait pour en consommer le moins possible et à nouveau pour en perdre le moins possible. Je vous ai déjà parlé de la rénovation. Donc, sur la vie du produit, nous, on réfléchit à comment nos solutions peuvent être modulaires, comment elles peuvent favoriser la rénovation, comment elles peuvent s'adapter à ces nouveaux systèmes. Et puis, la fin de vie. La fin de vie, c'est, bon, je suis vraiment obligée de démolir ce bâtiment. Qu'est-ce que je vais faire de mes produits? Aujourd'hui, nous, on travaille à l'incorporation de matières recyclées dans nos usines. Et en fait, ça ne se fait pas tout seul. Par exemple, sur le verre plat, on fabrique entre autres du verre. On a dû créer une ligne dédiée pour trier les déchets de verre. Et pour, derrière, être capable de nous les réintroduire en remplacement de la matière naturelle. Et puis, on participe à d'autres filières de recyclage dont je vais certainement vous donner plus de détails. Eh bien sûr, bien évidemment, Maïté. Donc justement, dans le cadre de la préservation de nos ressources, quelle est la part de matière recyclée intégrée dans vos processus de fabrication, notamment pour le verre et le plâtre? Et là, vous venez de l'aborder concernant la recyclabilité de la fin de vie de vos produits. Est-ce que cela concerne, on va dire, toutes vos matières? Oui. Alors là, c'est le moment de la deuxième slide. Super. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble le recyclage du verre, ce qu'on n'imagine pas forcément. Donc le verre, d'abord, c'est une menuiserie qui sort d'un chantier. Donc c'est ce que vous avez tout à gauche du schéma, du visuel. Donc il faut aller chercher sur les chantiers. Ensuite, on va casser les vitres. Ça donne du calcin, donc l'image que vous avez au milieu, ce verre cassé tout simplement. Et ensuite, ça devient une matière première que nous, on va réenfourner. Donc aujourd'hui, nous avons un verre qui s'appelle Orae qui contient 64% de ce calcin, donc du vitrage cassé. Donc ça, c'est vraiment le verre bas carbone. Concernant le plâtre, l'année dernière, on avait réussi à franchir la barre de 50% de matière recyclée. Donc on récupère le gypse, on le remet dans nos produits. Et cette année, en Angleterre, en janvier 2025, on a réussi à fabriquer une plaque qui contient 100% de matière recyclée. Et donc c'est vraiment un défi pour nous parce que remplacer une matière naturelle qui est extrêmement caractérisée, qui a une composition chimique connue et stable, ce n'est pas la même chose que intégrer un déchet qui, lui, va varier, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on doit vraiment adapter nos process. Quant à la laine de verre, dont on n'a pas parlé, elle contient en moyenne, en 2025, elle va contenir à peu près 60% de matière recyclée. Et là, c'est intéressant parce que ce n'est pas que de la laine de verre qui vient des chantiers. On met aussi du verre bouteille. Donc voilà, je sais que vous triez tous, bien évidemment, le verre à la maison. Eh bien, on vous remercie parce que nous, on le met dans nos laines de verre. Ça, c'est bon à savoir. Alors, il y a également dans quelle mesure l'ancrage local et territorial, que ce soit en termes d'approvisionnement ou de production, cela contribue à vos objectifs en matière de circularité? Parce que recycler et fabriquer, c'est forcément une histoire de territoire. Pourquoi? Si on veut minimiser les transports, eh bien forcément, on met l'usine juste à côté du gisement de matière naturelle. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand on veut s'intéresser à toute la filière de recyclage, dans le bâtiment, c'est extrêmement complexe. Vous avez celui qui détient le bâtiment, qui va ensuite prendre des entreprises pour venir démonter, etc., etc. Ensuite, vous avez des industriels qui sont spécialisés dans la préparation et d'autres comme nous qui consomment. Donc, on doit monter des partenariats, on en a parlé, c'est un vrai sujet, et donc on le met en œuvre au quotidien
Par exemple, avec la ville de Paris récemment, aussi avec la PHP, on monte des partenariats pour se dire, voilà, ensemble, ces maîtres d'ouvrage et ces industriels que nous sommes, on va travailler pour développer la filière de recyclage, pour installer au plus près du chantier le réflexe de tri à la source. Ça, c'est un élément que je n'ai pas pu encore développer, mais pour consommer de la matière recyclée, il faut qu'on ait trié sur les chantiers, parce que si vous mélangez certains déchets, ensuite, on ne peut plus les séparer. Et comme le recyclage se fait par matière et non par produit, on a vraiment besoin d'avoir ce tri à la source. Comme à la maison. Exactement, comme à la maison. C'est pour ça qu'on vous fait séparer certains éléments des autres, parce que sinon, on ne peut plus derrière récupérer la matière. Et donc, c'est par ces partenariats. Vous formez du coup vos ouvriers, vos agents, exactement. Etc. En fait, on explique nos problématiques d'industriels. Nous, on va aussi loin que possible dans l'intégration. Et donc, c'est ce que je vous expliquais avec le verre, où nous, on est capable d'aller adapter nos usines pour intégrer un déchet à la place d'une matière première, mais ça doit quand même rester qualifié. Et donc, on a vraiment besoin de travailler ensemble pour monter ces filières. Et donc, c'est vraiment des actions de territoire, parce qu'il ne faut pas faire des milliers de kilomètres. Tout ça doit se faire au plus près des chantiers. Et dernière question, et sinon je suis sûre que le public en a beaucoup pour vous, Maïté. En termes de coût, forcément, est-ce que c'est plus cher à produire et à la vente d'intégrer ces matériaux et ces matières recyclées? Alors c'est toujours la même question. Alors d'abord... Est-ce que c'est toujours la même réponse? Oui. Est-ce que cela évolue? La même réponse, c'est que le recyclage et l'économie circulaire chez Saint-Gobain, ce n'est pas une option, quoi qu'il arrive. C'est au cœur de notre stratégie, ce qui veut dire que oui, on fait des investissements, et oui, on met énormément d'efforts à développer cette circularité, et que quand on fabrique un nouveau produit qui contient beaucoup de recyclés, ce sont des lots de fabrication qui sont plus petits. Et donc forcément, on peut avoir un surcoût temporaire, le temps que ce nouveau produit devienne la norme. Voilà. Mais avec le temps et avec les volumes, ce différentiel s'efface. Mais à nouveau, de toute façon, ça ne dirige pas à nos choix. Aujourd'hui, on a un engagement très fort sur la recyclabilité de nos produits. On fabrique des solutions qui sont démontables. On a des composants qui sont séparables pour vraiment permettre qu'ils soient recyclables. Derrière, je vous l'ai dit, on intègre de la matière recyclée, mais on va aussi alléger nos produits. Par exemple, on a une plaque de plâtre qui s'appelle Placo Plume. Pourquoi elle porte ce nom? Tout simplement parce qu'elle a la même performance, mais on a mis moins de matière à l'intérieur. Et donc, tous ces investissements, on les fait pour l'économie circulaire, parce qu'à nouveau, il n'y a plus le choix, je crois. Merci beaucoup, Maïté. Maintenant, on va continuer, toujours chez des acteurs. Là, on va partir dans le secteur de la mode. Alors, pour tous ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ou vous n'êtes pas confortable, ou tout simplement pour une question de confort, je vous invite à prendre le casque et de vous connecter sur le canal numéro 3, parce que maintenant, on va faire la session avec Javier Goyeneche en anglais. Voilà, donc je vous invite à prendre le casque et à vous connecter sur le canal numéro 3. Et sinon, on reste comme ça. Alors maintenant, on va parler. We are going to talk about circularity within fashion industry. The sector itself is responsible for between 4 and 10% of the world greenhouse gases. So EcoAlf, Javier Goyeneche, you are the founder of the Spanish brand. You are a pioneering Spanish sustainable fashion brand founded in 2009 in Madrid. The company creates high-quality clothing and accessories using innovative recycled materials, transforming waste like plastic bottles, fishing nets, used tires, and post-industrial cotton into eco-friendly garments. So let's talk about your circular model with EcoAlf. Javier, could you explain your circular model you implemented at EcoAlf and how it works across the different stages of your value chain? Merci Cyrielle. Je suis désolé, je parle même français, c'est très juste. C'est que je vais répondre en anglais. Yeah, I mean, EcoAlf was born with a very clear purpose. No, it was about not using any more natural resources. So we thought that recycling could be an option. No? We're able to make like a new generation of recycled products with the same quality and design as the best non-recycled. No, basically everything I'm wearing used to be waste a few months ago. No, so we recycle cotton, wool, cashmere, plastic bottles, fishing nets, everything, no? We have developed, I think we're in fabric 683. And of course, that's the first step, okay, manufacturing through recycling materials. But then the second step, which we've been talking here, is about circularity, no? So that's why 72% of our collection is monomaterial. Basically, we don't mix
No? We don't mix cotton with polyester. We don't mix nylon with wool. We don't mix. And that means 72% of our collection is ready to be recycled at the end of life cycle, which is probably one of the biggest issues of the fashion industry, because unfortunately, I would say that 99% of the fabrics or garments that arrive into landfill are not monomaterial, and therefore they're not ready to be recycled again in a circular way. You can do a downcycling, but not a real circular model. So what inspired you in 2009? To launch this concept of circular economy in the fashion industry with EcoAlf? Bueno, I had been in the fashion industry for many years. I sold another company in 2007. Then I decided I wanted to work on sustainability. I spent 2 years working in different organizations, getting in a lot of activism, trying to find a foundation with resources to really make an impact. I wasn't able to find it. I feel it still doesn't exist in Spain, at least. And at some point, my 2 sons, Alfredo and Alvaro, were born. So I decided that's why the name Alf. And I said, okay, why don't I try to create a company, sustainable fashion company? You know? And I thought at that point that the most sustainable thing to do was not to keep on using natural resources. Before to go deeper, can you explain in how many countries you've got shops and the collaboration also with fishermen? Well, that's probably one of our most beautiful projects, and probably the one I'm more proud of. And we had been recycling fishing nets since 2011. No, at the end, a big part of the fishing nets are made of nylon 6, which is one of probably the best quality polyamide you can get in the world. And at some point, talking with a fisherman, he said, Javier, you should come out and fish with me and see how much waste gets caught in the nets. Every time we pull up the nets, mix with the fish, unfortunately, there's a lot of waste, no? When a plastic bottle doesn't have a cap, full of water goes down. Aluminum can full of water goes down. So the bottom of the ocean is much more dirty than we can imagine. So we started convincing 3 fishermen of a little port in Alicante, in the east coast of Spain, to let us put a container. And the waste that gets collected, instead of throwing it back to the ocean, they would put in the container and take it to the port. And then I remember spending probably the next 2 years visiting every Thursday a different port, waiting for the fishermen to come from fishing, inviting them to a beer. A lot of beers came in the way. And then we started 3, 20, 50, 80, 100. Right now, I think we are nearly 6,000 fishermen. We're working in 82 ports in the Mediterranean, 15 in France, collecting around 400 tons of waste from the bottom of the ocean, which is a few football stadiums. And 68% of all that waste goes back into the system. Unfortunately, 32 goes into landfill, but with 62%, we're able to put it back into the system, make polymer, yarn, fabric, and product. And could you tell us more about your foundation? Because 2025 is your 10th anniversary of your foundation. Mm-hmm. Could you? Well, the EcoAlf Foundation is the one who runs Upcycling the Oceans, and all the development of that project, it's thanks to the foundation. No? EcoAlf gives 10% of all the turnover of products for that foundation, so we can keep on growing in the different ports. I would like to know now, what are your main challenges you face in scaling this initiative globally, and how do you address them? So unfortunately, scaling the company is not difficult because there's a lot of waste. So waste is not a problem. In fact, there's more and more waste every day, and there's going to be more waste. We're going to be 2 more billion people by 2050, so I think waste is not going to be the issue. No? So for us, the more we grow, to be honest, it's easier for us. No? When we started, I mean, for example, when you see one of our sneakers, it has 29 pieces, they're all recycled. It's easier for them if we manufacture 10,000 than we manufacture 1,000. So for us, growing, it's even better and makes our life much easier. In how many countries are you based on? I think we're like in 22 countries, but really selling well in 6. Could you give me us more information regarding the impact as your model had on reducing ocean waste and promoting awareness on the circular economy through your shop, through your campaign, through your foundation messages? Well, our Upcycling the Oceans project, I always say it's a beautiful project, but it's a bit frustrating. No? At the end, okay, we're taking 450 tons out of the ocean every year, perhaps next year 600. But there's, I don't know if we're going to be here, 1 hour? Was 60 more trucks of 16 tons of waste will have dumped waste into the ocean. Right now, it's a truck of 16 tons every minute is dumping into the ocean. So it's millions and millions of
tons of waste. No? So at the end, with our project, what we tried to create is awareness and try to people understand that there'll be a moment where the ocean will say, suffit, no? Suffit, no? Enough. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. No, at the end, it has no sense. And unfortunately, probably 75% of that waste is coming through the rivers, no? Right now, for example, with the disaster in Spain with La Dana, no, in Valencia, which has been a huge disaster, fishermen have been taking so much waste out of the ocean, no? At the end, it comes out every time it rains strong, everywhere, it's coming out. No? And we're working with this guy who's doing like the 7 most polluted rivers in Southeast Asia, no? From Philippines, Malaysia, China, and the images are, you cannot believe them, no? It's rivers that pass through a lot of villages. We've given them the containers, but we haven't given them the lorry to contain those containers, no? So at the end, they throw everything to the river, and all those rivers are throwing waste every second to the ocean, non-stop. And now, to conclude, what kind of innovation and you are most excited about with EcoAlf? Well, we're investing a lot in regenerative cotton. So for us, it has cotton from India? Yeah, the first project is in India, probably the second in Egypt. But to be honest, we've always been working like, okay, we make this T-shirt with recycled cotton. We're saving X hundred liters of water, we do this like this. And for the first time, I think with regenerative cotton, it's for the first time where we're creating a net positive impact, which is amazing, no? And these farmers are doing an incredible job. What is net positive impact? Well, you see those places where it's soils which are destroyed, completely destroyed, and thanks to this way of farming, and this way of microorganisms, the way it starts growing, it absorbs CO2, so it's the first products which at the end are net positive, no? And and the quality is amazing. Yeah. So we hope to see you at UNOC in June? Hopefully. Yeah, hopefully. Vous y serez aussi à l'UNOC au mois de juin? Thank you so much. Muchas gracias, Javier. Merci, plaisir. Et on continue maintenant, on repasse en français. On va continuer avec Cyrielle Caillot, donc la cofondatrice des Alchimistes. Ça fait 7 ans maintenant que vous êtes directrice générale. C'est une entreprise sociale spécialisée dans la valorisation des déchets alimentaires en milieu urbain et périurbain. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à cofonder les Alchimistes, Cyrielle, et à vous engager dans cette valorisation des déchets, cette fois-ci alimentaires? Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'introduction, Cyrielle. Je suis déjà ravie d'être là et de constater que la salle est pleine et toutes les salles sont pleines parce que Raphaël, Maïté, Xavier, Javier l'ont bien dit, il y a besoin de bouger, on déplace les limites planétaires et il y a besoin aussi de créer des nouveaux récits et d'avoir des récits inspirants et donc de savoir qu'on se mobilise aussi nombreux, ça me fait toujours très chaud au cœur et ça me donne de la motivation. Tout ceci étant dit, donc les alchimistes on fait de la valorisation de déchets alimentaires en compost. Donc concrètement, on a des camions qui circulent en ville pour aller collecter les déchets alimentaires chez les écoles, les hôpitaux, les supermarchés. Et on transforme ces déchets alimentaires en compost pour ramener la matière organique dans le sol. Donc nous, on est nés il y a 7 ans, on est des petits bébés comparés à Saint-Gobain. On a la chance d'être ce qu'on pourrait dire circular first, c'est-à-dire que nous, dans notre objet social et dans la manière dont on s'est construit de base, on fait de l'économie dite circulaire. Donc concrètement, on va nourrir les sols et nourrir ce puits de carbone. Le sol, c'est le 2e puits de carbone après les océans. Et donc contribuer à la transition écologique. Et donc moi, ma motivation, elle était plurielle. C'était de m'investir dans les enjeux de transition alimentaire et de transition agroécologique. Et par ailleurs, également d'insuffler le changement. On a parlé de création de nouveaux récits et de comment est-ce qu'on embarquait. C'est important de se donner de l'influence positive. Et donc moi, c'était une manière de me dire le compostage, trier ses déchets alimentaires, c'est un des premiers éco-gestes qu'on peut adapter en tant que citoyen dans sa cuisine. Et en fait, ça déclenche plein d'autres choses, plein d'autres réflexions. Et donc, c'était ça, les motivations pour moi à l'origine. Alors, justement, quels sont aujourd'hui les principaux défis que vous rencontrez dans la collecte et le compostage ensuite des biodéchets et quelles sont vos solutions aux alchimistes? Donc, je dirais qu'on a évidemment plein de défis comme toute entreprise qui se développe. Le premier, c'est qu'on existe aussi grâce à la réglementation. Donc, la réglementation, c'est la loi AGEC,
qui progressivement s'est déployé en France et qui invite tout le monde, enfin oblige tout le monde à avoir une solution de tri à la source pour ces déchets alimentaires. C'est une loi qui a commencé à se déployer dans les années 2010 et puis qui là est arrivée à sa conclusion en 2024 puisque tout le monde en France, y compris vous et moi, avons l'obligation en théorie d'avoir une solution de tri à disposition. Dans la pratique, cette réglementation, elle n'est pas très coercitive et il y a très peu de contrôle. Donc j'en reviens à inspirer le changement et créer l'envie, notamment chez les citoyens, les entreprises, de bouger, parce que la réglementation, c'est bien, l'application de la loi, c'est mieux, et l'envie de le faire, c'est encore mieux. Donc le problème, c'est le manque d'application de la loi, la solution, c'est mobiliser. Donc première chose. La deuxième chose, c'est que je parlais tout à l'heure de notre motivation, donc nourrir les sols avec toute cette matière organique, éviter qu'elle soit incinérée ou enfouie, ce qui est une aberration écologique. Aujourd'hui, pour autant, les matières organiques sont très peu valorisées. On sait que ça rend toutes sortes de services écosystémiques en termes de carbone, de biodiversité. Pour autant, cette matière, en euros, elle ne rémunère pas grand-chose. Donc, qui paye pour notre service? Ce sont les producteurs de déchets. Donc les restaurants, les supermarchés, écoles, hôpitaux. Donc il y a un enjeu aussi de modèle économique tout simplement. Ça fonctionne aujourd'hui grâce à la réglementation. Ce serait encore mieux si on valorisait tous les services écosystémiques qui sont rendus par cette matière organique et le fait de la remettre dans les sols. Et donc on travaille là-dessus. Et puis pour finir, je dirais que le troisième défi, c'est tout simplement très terre à terre. On est une entreprise de logistique. On déploie tous les jours des dizaines et des dizaines de collectes sur le territoire français et dans un secteur qui est très mature, se faire une place à côté des historiques, c'est un défi de tous les jours. Bien justement, maintenant on va parler de vos clients. Comment vous incitez les particuliers à participer justement à cette collecte sélective de biodéchets, mais aussi les entreprises à l'importance de ce tri de déchets organiques? Oui. Donc aujourd'hui, l'essentiel de nos clients sont des entreprises ou bien les collectivités qui elles-mêmes déploient les solutions aux particuliers. Nous, notre approche, c'est très simple, c'est le réglementaire, on en a parlé, c'est obligatoire de le faire, donc simplement respecter la loi, c'est un peu la base. Et ensuite, c'est insuffler l'envie. Donc très concrètement, que ce soit chez nos clients, entreprises ou chez les particuliers, on va sensibiliser aux enjeux de gestes de tri, donc accompagner la mise en place du tri, et on va à ce moment-là aussi expliquer les conséquences, parler des sols, parler des enjeux de captation de carbone, de biodiversité. Et puis pour accompagner tout ça, on va souvent mettre en place aussi une tarification incitative. Donc chez nos clients entreprises, par exemple, une école, mieux elle trie, moins elle paye. Et donc elle va être incitée à vraiment aller à la juste tonne, à réduire son gaspillage alimentaire et à trier correctement, ce qui nous permet de nous déployer dans des bonnes conditions. Alors, parmi vos solutions, ce sont également, on en a parlé, les partenariats. Vous êtes présent dans 20 villes, vous valorisez à peu près 30 000 tonnes de déchets alimentaires par an. Comment justement vos collaborations, elles contribuent justement ce passage à l'échelle et quels sont vos objectifs de développement? Oui. Donc oui, ça a été évoqué par mes co-intervenants, la nécessité des partenariats. On parle beaucoup de filières, on ne fait pas tout seul dans notre coin. Donc nous, on est des urbains, on collecte en ville, on fait de la sensibilisation, on fait un petit peu de compostage nous-mêmes, mais on se repose surtout sur des tissus du monde agricole, du monde industriel qui sont capables de le faire dans des grandes proportions. Donc tout ça, c'est écosystémique. On travaille avec les acteurs publics qui sont aussi nos clients et qui nous soutiennent parfois par le biais de subventions, notamment quand on lance les projets sur leur territoire. On travaille énormément avec l'ADEME. Voilà, donc c'est vraiment tout un écosystème qui existe autour de nous. Et d'ailleurs, dans nos événements de lancement d'un nouveau site, par exemple, on fait souvent intervenir l'ADEME à côté du petit restaurant et à côté du master franchisé Carrefour qui va parler un peu de tous ces enjeux. Et c'est tout cet écosystème qui fait la richesse de notre projet. Et donc très concrètement, ce qu'on fait au quotidien, c'est que ces acteurs sont nos clients, donc les collectivités sont nos clients, les acteurs privés sont nos clients, et on va essayer de les embarquer à toutes les étapes de la chaîne pour les faire participer à la transition. Et si on s'appelle les alchimistes, c'est pas parce qu'on considère que tout le monde peut être un alchimiste et que c'est pas que nous. Quel est l'avenir, vous pensez, Cyrielle, de votre filière? Parce qu'en France, on parle de la loi AGEC, mais bon, elle n'est pas non plus suffisamment forcément appliquée. Comment voyez-vous justement la filière? Comment on fait pour vraiment peut-être un peu plus structurer ou devenir un peu plus pointu et nous forcer, obliger à être un peu plus juste et strict sur nos tris? Ouais. Y a un enjeu de passage à l'échelle, hein, vous l'avez évoqué, j'ai pas tout à fait répondu à la question, mais donc nous aujourd'hui on valorise à peu près 30 000 tonnes de déchets alimentaires chaque année. On estime qu'en France il y en a 12 millions de tonnes qui sont produits chaque année
et qu'aujourd'hui, c'est à peu près 40% qui sont valorisés. C'est des estimations, ça change tous les ans, puisque la loi se développe. Mais donc 40%, c'est pas grand-chose au regard des volumes totaux. Nous, en tant qu'entreprise naissante, enfin, on a 7 ans d'historique et on continue de se développer, on se fixe des objectifs en propre, nous-mêmes. Donc, on a jeté la balle en se disant, voilà, si on arrive à faire 10% du marché, on aura un impact fort direct. Et puis ensuite, c'est insuffler le changement chez tous nos partenaires. Donc, c'est avoir des cahiers des charges sur toute la chaîne de valeur pour inciter le changement sur tout le secteur. Et après, bon, évidemment, c'est une activité industrielle qui a des vrais effets d'échelle. Donc, pour se déployer, il faut aussi du capital qui soit mobilisé pour investir dans nos plateformes de réception, dans nos véhicules de collecte et dans nos équipes pour qu'on puisse se structurer et être présent de manière robuste et durable. Vous avez parlé, Cyrielle, de 12 millions de déchets, de biodéchets en France. 40% sont triés chez nous. Ça se passe comment chez nos voisins européens, par exemple ? Alors, c'est très hétérogène, mais dans l'ensemble, il y a pas mal de villes qui sont exemplaires et qui nous montrent l'exemple. Munich ou Milan, par exemple, qui sont des villes assez avancées où ça fonctionne très bien. Il faut voir que tout ça prend beaucoup de temps. Je pense qu'on est tous concernés par le tri dans le bac jaune, le tri des emballages. Entre le moment du passage de la loi et même encore aujourd'hui, il se passe 10, parfois 20 ans avant que tout ça soit déployé. Donc c'est quelque chose qui s'accompagne dans la durée et il faut vraiment tenir dans le temps. Et donc certaines villes ont commencé très tôt, bien avant la réglementation. Ça montre l'exemple. Et ensuite, il faut continuer cet effort et le déployer partout. Et c'est très hétérogène aussi en fonction de si on parle des villes ou des campagnes, puisque à la campagne, par exemple en France, beaucoup de gens trient déjà depuis très longtemps leurs biodéchets. C'est quelque chose qu'on a toujours fait, en fait. Est-ce que vous inspirez de modèles européens, parfois, ou pas en France, chez nous ? Oui, on regarde ce qui se passe en Europe, bien sûr, et puis aussi outre-Atlantique, comme des villes comme San Francisco, qui sont aussi très à la pointe. Donc ça nous donne de l'inspiration, tout à fait. Merci beaucoup, Cyrielle. Et on va terminer ce premier tour de table avec Célia Renesson, donc la directrice générale du réseau VRAC et Réemploi. C'est une association interprofessionnelle. Il a été fondé il y a 9 ans avec le but de promouvoir et de développer une filière industrielle du réemploi des emballages en France. Le constat aujourd'hui, c'est que le réemploi en France, dans la majorité des secteurs, est de 1 voire 2%. Alors en termes de circularité, avec vous, Célia, on va parler de reuse economy, cette réparation, ce réemploi, cette réutilisation, donc cette notion de durabilité justement dans nos produits. En quoi cette première étape est-elle la plus cruciale ? Merci. Je vais m'avancer un petit peu. On est un peu bas. Merci Cyrielle. Bonjour à toutes et à tous. Tu as très bien introduit le propos. En quoi cette reuse economy est-elle la plus importante et cruciale ? Parce qu'en fait, c'est le seul modèle économique qui va nous permettre de continuer à produire et à consommer. Nous avons parlé d'économie circulaire, d'économie de la fonctionnalité, de réduction, de réemploi, de recyclage. Aujourd'hui, nous avons une hiérarchie dans le Code de l'environnement, c'est la hiérarchie des 3 R, réduire, puis réemployer, puis recycler. Et malheureusement, force est de constater, tu l'as dit, le deuxième R de réemploi est un peu le parent pauvre de notre modèle de l'économie circulaire aujourd'hui. L'ensemble des modèles de production, c'est d'abord attaché au tout dernier, c'est-à-dire que je continue à produire et j'essaye tant et si bien de recycler ce que j'ai produit, mais pas du tout de réduire et de réemployer. Et aujourd'hui, quand on est face à la raréfaction des ressources que nous utilisons pour fabriquer, quand on est face à des crises géopolitiques sans précédent qui requestionnent nos chaînes de valeur qui sont mondialisées, il est nécessaire de pouvoir remettre la main sur nos ressources, sur nos modèles de production et de pouvoir assurer ainsi une sécurité à la fois économique et écologique. La réponse, c'est la reuse economy. La reuse economy, c'est quoi ? C'est l'économie de l'ensemble des procédés qui concernent les matériaux, les emballages et les produits, qui vont retarder le moment où on va les jeter. On retarde le moment où on met au rebut ces matériaux, ces emballages et ces produits. Comment ? Parce qu'on s'appuie sur un triptyque.
C'est-à-dire que dès le départ, on va concevoir ces matériaux, ces emballages et ces produits pour qu'ils durent longtemps, pour l'usage multiple, plutôt que l'usage unique. Deuxième point de ce triptyque, eh bien, ces matériaux, ces emballages et ces produits, au lieu de les trier pour être jetés et recyclés quand on le peut, on va les trier pour qu'ils soient réemployés. C'est-à-dire qu'on va effectuer un geste retour. On l'a dit tout à l'heure, un chantier, on ne va pas le démolir, on va le déconstruire. On ne va pas jeter un emballage, on va le rapporter dans son magasin. On va rapporter quelque chose pour le recharger en vue de le faire réparer. Et la dernière étape de ce triptyque, eh bien, c'est l'étape de remise en état. On ne va pas détruire de la matière pour essayer de refabriquer tant et si bien quelque chose. On va conserver l'objet, le matériau ou l'emballage tel quel, et on va le réparer, le laver, le reconditionner, le remanufacturer en vue d'un usage suivant. Et on va ainsi effectuer des véritables boucles de réemploi qui vont nous permettre de préserver tout ce que l'on a prélevé pour fabriquer. On a souvent cette image que le recyclage est un peu la solution miracle. C'est la solution qui arrive en fin de vie, en bout de course, une fois qu'on a fait tourner tous ces objets et ces matériaux et qu'on ne peut vraiment plus les utiliser parce qu'ils sont abîmés. Il est important aujourd'hui de pouvoir changer d'esprit et de remonter dans cette hiérarchie des 3 R. Et c'est pour cela que l'on a conceptualisé aujourd'hui cette reuse economy, parce qu'on a bien un vocabulaire pour le recyclage, mais on en a des dizaines pour parler de cette économie qui intervient juste avant. Et si nous voulons aujourd'hui véritablement faire advenir notre économie et pouvoir continuer à produire et à consommer, il est important de préserver et de faire durer tout ce que l'on fabrique. Merci pour cette introduction. Célia, alors l'un des freins, on en parlait d'ailleurs, c'est qu'il faut changer cet état d'esprit, effectivement. Elle est beaucoup plus favorable au recyclage, on l'a vu, hein, moins justement à ce réemploi. Et pourtant également, il y a, on va dire, en termes de réglementation, il y a un contexte législatif plutôt favorable. Ce terreau semble favorable. En France, on a la loi AGEC, je crois que c'était promulgation 2014, quelque chose comme ça, 2020. Il y a la loi climat et résilience. Un an après. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour que, voilà, pourquoi, voilà, on est plutôt sur le recyclage, moins sur le réemploi? Alors, on a un paquet législatif qui commence à parler de cette reuse economy. Donc, vous l'avez compris, hein, je mets sous le chapeau de la reuse economy les différents vocabulaires et différentes activités économiques qui nous permettent de durer. Hein. Donc, réparation, réemploi, réutilisation, reconditionnement, remanufacturing. On peut aussi parler de seconde main. Et ce n'est qu'en 2019 qu'on fait arriver dans la loi ces notions de reuse economy par le biais de la réparation au niveau européen avec les paquets de règlements éco-conception. Et peu de temps après, en France, c'est la loi AGEC en 2020 qui fixe un certain nombre d'objectifs en matière de réemploi. 10% d'emballages réemployés en 2027. C'est là aussi on va commencer à faire advenir la notion d'indice de réparation qui deviendra au niveau européen l'indice de durabilité et qu'on commence aussi à donner des moyens à cette économie pour se développer. On en a parlé juste avant. Je reviendrai sur la notion de rentabilité économique de ces modèles et qu'on commence à donner des moyens pour financer le développement de cette économie. Mais donc, vous le voyez bien, au niveau de la chronologie, c'était seulement il y a 5 ans. Donc, effectivement, on a pris beaucoup de retard. Toute l'économie, les règlements d'éco-conception et précédemment ont été développés pour le recyclage et non pour le réemploi. On commence seulement à parler et à introduire ces notions-là de modèle, donc on commence seulement à remonter dans la hiérarchie des 3 R. Ça s'accélère, puisqu'en 2024, on a un règlement européen sur les emballages et déchets d'emballage qui s'appelle le PPWR, pour Packaging and Packaging Waste Regulation, qui pour la première fois crante des objectifs de réemploi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand on définissait le secteur de l'emballage, eh bien c'était on fabrique des emballages, il faut qu'ils soient mieux
éco-conçu ou recyclé, mais à aucun moment donné, le deuxième R n'était traité. Donc on avait véritablement un trou dans la raquette. Et on a aussi en 2024 au niveau européen le right to repair, donc effectivement la directive du droit à la réparation qui arrive. Donc ça arrive dans nos règlements européennes et françaises, mais ça a pris du retard, et 2, il faut quand même le rappeler, elles sont sorties et elles sortent dans le pire contexte international, économique, géopolitique, sans précédent. C'est sorti au moment de la crise Covid. Donc, c'est-à-dire qu'on était en train de commencer à mettre les moyens pour transformer notre économie, Raphaël l'a dit au début, pour changer de modèle économique, donc quelque chose qui est sans précédent puisque ça bouleverse toute notre manière de concevoir, de produire, de transporter, d'acheminer, et on arrive avec des crises sans précédent qui rebattent les cartes et qui malheureusement ont dépriorisé quand même ces sujets de transition écologique depuis. Donc il faut absolument remettre sur le devant de la scène ces lois qui existent, les acteurs qui se sont organisés, les groupes qui changent, les acteurs comme les alchimistes qui se sont créés nativement pour accompagner cette transformation et remettre sur le devant de la scène parce que de toute façon on n'a plus le choix. Si on veut continuer à vivre ensemble, nous allons devoir repenser nos modèles économiques et ça passe par la reuse économique. Merci beaucoup Célia. Je pense que vous avez à peu près tout dit. Est-ce que vous voulez une dernière chose avant de terminer ce tour de table? De dire que tous les secteurs sont concernés, que ce soit les matériaux, l'emballage, le produit, le bâtiment, l'automobile, le transport, les produits de grande consommation. La mode. La mode, exactement. Et la mode a aussi de longs défis devant elle avec effectivement la qualité médiocre de plus en plus des vêtements que l'on produit. D'où le triptyque que je disais, l'éco-conception dès le départ pour que ça dure, sinon ça ne marchera pas. Et de pouvoir, peut-être l'appel que je dois faire aujourd'hui, c'est qu'on a des lois et les pouvoirs publics doivent s'en saisir. Tu l'as dit, Cyrielle. Nous devons plus que jamais faire appliquer nos lois maintenant, faire preuve de volonté politique aussi. On a en France eu pas mal de perturbations politiques qui font que le portage politique de ces lois est plus compliqué parce que ça change beaucoup. Et notamment parce que notre économie, notre manière de vivre aujourd'hui, c'est le temps court. On a une obsolescence, en fait, des produits, etc., mais aussi du temps. Et on fait le temps court tout le temps, c'est-à-dire qu'un consommateur achète, choisit à l'instant T, sans en fait prendre en considération le temps long. Et on nous dit « Ah, mais souvent, ça coûte plus cher d'acheter un objet qui dure. » Mais en fait, nous devons regarder la durée d'usage totale. Effectivement, une machine à laver réparable, aujourd'hui, elle coûte 400 € en moyenne, mais elle va vous durer longtemps et la réparation va vous coûter peu. Donc, sur toute la durée d'usage, c'est un prix qui est amorti versus une machine à laver qui va venir peut-être de Chine et qui va coûter 2 fois moins cher. Donc, changer aussi l'état d'esprit, la vision qu'on a, passer du temps court au temps long. Et c'est aussi valable pour les politiques. Parce que porter ce genre de mesures, le fruit du travail va s'observer en général au-delà des mandats. Et il est urgent d'agir pour en prendre conscience. D'où le drill, baby drill. Voilà. Et le faire collectivement. Il nous reste, merci beaucoup Célia. Merci à tous d'ailleurs, à toute cette table ronde. Quel tour de table studieux et quel public studieux nous avons la chance de vous avoir. Alors, il y a 25 minutes. J'aimerais ouvrir maintenant le débat à la salle pour toutes vos questions. 25 minutes, super. Donc, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des micros. Vous avez au micro devant vous. Madame là-bas, voilà. N'hésitez pas. Donc, vous allumez et à la fin, quand vous avez terminé... Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Déjà, un immense merci pour ce panel qui est extrêmement intéressant et très, très documenté, ce qui apporte aussi beaucoup. J'ai une question pour l'industrie de la mode et donc Javier, normalement. Je peux la faire en anglais si ça vous va. My question is going to be about the fashion industry. In any consumer goods industry, what drives growth is the consumer. And I would like to have a little update on
where is consumer demand on fashion and luxury goods? Is it growing, or is it still fighting to find its way in the consumer minds? Thank you. Thank you for the question. I think, well, I think it's growing. The problem is that, in my opinion, the business model of the fashion industry doesn't work, because it's been already for too many decades, no? Working around buying, throwing, a new trend every week, discount, promotion, Black Friday. This is terrible, no? Because this is billions of garments going to landfill every year, no? The other day was one of the probably saddest articles I read, no? The biggest cotton company in the world burning 4,000 acres of forest in Ethiopia to plant cotton, no? So we're burning the forest to plant cotton to make T-shirts of €4, which are going to finish in landfill in a huge percentage in less than 2 years. Each of those T-shirts takes 1,500 liters of water. There's not going to be enough forest, there's not going to be enough water, and there's not going to be enough landfills, no? So at the end, I think, unfortunately, we are growing in a very unhealthy way. And I think the way we're consuming, it's very bad for the planet and very bad for our future. Do you see any bettering of the consumer demand? Because consumer demand drives the growth of alternatives. So do you see if something is growing? It goes back to what Celia was saying. It's the same. Do awareness is bringing change or not? Yeah. Thank you. Well, if you want my opinion, I would say it's going backwards, which is, so when I started in 2009, sustainability was not very cool, not very fashionable, in Spain. Recycling was even worse, because recycling was synonym of bad quality, no? So people thought you were going to get the old blanket of your grandmother to make a backpack. Said, no, I'm not getting anything from my grandmother. I'm just transforming that old waste into polymer, yarn, fabric, and product, and you won't see the difference, no? And then, for many years, I would say sustainability started growing. People started talking about the ocean, which they were speaking. They were talking about circularity. They were talking about many things, no? And I would say that in the last 2 years, it's going down. I would give you a very clear example. We exhibit in Pitti, which is probably the most important fashion show right now for men in the world, in Florence every year. And I would say the last years, you would have almost every brand communicating about probably a very small capsule collection, sustainable. Perhaps it was 5 items, and the rest of the collection was 2,000, but all the communication was into the sustainable capsule. This year, 0. I think Ecoal was the only company which was kept on talking about sustainability, recycling, regenerative cotton. So I'm quite worried, to be honest. I think a lot of people, and when we go to universities, which we go a lot to give talks, and it's funny because we find like 3 kinds of people, which we have to have them quite identified. No, we have like the very activists, which at the same time, and they're very coherent with what they say and what they do. Then we have the people who want to protest on Friday, but then they won't go on Saturday to Primark to buy 4 T-shirts of €4. And I say, well, this doesn't work. Decide, no? Either you protest on Friday or you go to Primark on Saturday. And normally they say, what do you do? I say, buy less. You don't need so many T-shirts, no? And then the third group, which for me is the most worrying, which is the group that has decided that this is a catastrophe, no? The world is a disaster, there's nothing to do, so what's the point? There's no hope. So whatever I do it's not going to make an impact, so why should I try to consume in a different way? No? And that, for us, is the most scary group in which we always fight against, because, of course, everything we do has an impact. Of course, everything we do has a consequence. And, of course, as you say, consumers have a lot of strength. They can decide how they want to consume. And brands are not stupid. Et je veux juste compléter le sujet, parce qu'on repose souvent la faute quand même sur le consommateur. Oui, le consommateur a le pouvoir de changer les choses, mais ce n'est pas le consommateur qui décide s'il a envie d'avoir 8000 références dans un supermarché. C'est bien l'offre qui est quand même à la base
des sujets et de nos mots. C'est pour ça que nous, on choisit de transformer la société par l'offre, parce que produisent les entreprises. Les consommateurs achètent ce qui existe en rayon, ce qui existe dans les magasins. Donc l'offre a d'abord une responsabilité première de réduire l'assortiment, de fabriquer des choses de meilleure qualité faites pour durer. Et en parallèle, bien sûr que nous devons sensibiliser les consommateurs. Mais la transformation interviendra avec beaucoup d'impact d'abord par l'offre. Elle est gentille, Célia, avec nous. Hein. On a aussi le pouvoir d'achat et on peut faire également des choix pas toujours durables. Mais très bien, merci beaucoup. Une question pour monsieur. Merci Cyrielle. Alors j'ai une question pour vous 6 et même vous 7, Cyrielle, pour pas d'exclusion. Donc Cyril, je travaille pour l'agence de certification de la Commission européenne sur tout ce qui est financier et extra-financier. On s'est aperçu qu'on est, sans être blessant, à 90% de greenwashing. Aucune entreprise est aujourd'hui certifiable en ESG ou RSE. Donc je voulais savoir ce que vous pensiez tous les 6 de la CSRD, désolé pour cet acronyme que je n'ai pas inventé, et en particulier de l'ESRS E5, qui a fait les FRAG, encore un acronyme, qui s'occupe d'économie circulaire et en tout cas pour toute la partie recyclage, et qui va nous permettre, d'après les FRAG, d'arrêter le greenwashing qui pollue notre économie. Voilà. Donc votre avis sur cette fameuse CSRD dont beaucoup de gens parlent en bien ou en mal. Voilà. Merci. Question poil à gratter. Alors, allez, on y va. Alors, non, c'est pas poil à gratter. Au contraire, moi, je suis très content que la CSRD puisse arriver un jour, en espérant qu'elle puisse arriver un jour, en termes d'obligations auprès des entreprises, parce que c'est une vraie transparence vis-à-vis, donc sur la partie déjà économie circulaire et sur l'ensemble des flux de consommation de flux de matière et d'énergie. Donc ça vient participer à ces efforts de transparence qui viennent du coup s'opposer, et ça libère aussi quelque part la possibilité de se donner une stratégie pour les entreprises en termes de diminution d'impact et de consommation de matière. Au niveau de l'ADEME, on a conçu un dispositif qui s'appelle ACT pour Assessing Low Carbon Transition, et qui vise justement à évaluer les entreprises sur leur stratégie de décarbonation. Cette stratégie, elle vient asseoir aussi le côté finance et de quelque part prouver que les entreprises sont capables, de faire leur état des lieux sur leur impact climatique, et de se donner une stratégie de diminution de décarbonation de leur activité qui doit venir ensuite rassurer quelque part les investisseurs. Moi, ce que j'aimerais, c'est d'avoir la même chose, incluant la partie ressources, et s'appuyer justement sur la CSRD pour accompagner les entreprises dans cette stratégie. Donc moi, j'y vois qu'un signal positif et qui, effectivement, en complément d'autres directives comme Green Claims, vient sur la transparence des entreprises dans les actions économie circulaire. Je veux bien réagir sur ce point. Pour moi, il faut revenir à l'objectif quand on parle de la CSRD. L'objectif, c'est les transitions, on peut les appeler de multiples manières, mais en tout cas, c'est de s'assurer que la Terre reste un endroit viable pour l'humanité. Je trouve que souvent, on confond un peu le fait de mesurer et de rentrer un peu par la porte de la mesure. La mesure, ça doit être un outil pour aider à la transformation, mais il ne faut pas oublier que, en fait, ce qui va vraiment driver le changement, c'est l'objet social, c'est le pourquoi on fait les choses. Et si les grandes entreprises comme Saint-Gobain, menées par un leader inspirant qui est engagé personnellement en tant que consommateur et en tant qu'employé, je pense qu'on peut réconcilier les deux en parlant vraiment des humains et des gens au sein des organisations. C'est le leadership de ces grandes structures et des plus petites structures qui peut faire la différence. Et la marge de manœuvre qu'on laisse à ces personnes qui font bouger les organisations pour fixer un objet social qui a du sens, qui soit vraiment sincèrement cohérent avec un plan durable qui respecte les limites planétaires, etc. Et aujourd'hui, quand je vois la CSRD, l'impact sur des entreprises comme nous, c'est énormément de reporting. C'est beaucoup de travail, de temps passé pour parler de ce qu'on fait. C'est du temps que je préfère passer à
agir. La mesure doit m'aider à guider mes choix, mais ne doit pas devenir un exercice par et pour lui-même. Et donc pour moi, je vois plutôt... c'est utile, mais je verrai 2 priorités supérieures. La première, c'est ces fameux nouveaux récits, c'est des leaders inspirants qui ont une vision, qui veulent une place pour l'humanité sur Terre et qui créent des structures et qui bossent pour des structures qui vont dans le bon sens. Et lié à ça, c'est revoir un peu les objectifs du monde financier, puisque ces grandes structures sont cotées en bourse, qu'elles ont des quarterly reviews à produire, qu'elles sont très court-termistes. Enfin, ce monde-là incite à être assez court-termiste, et donc tant qu'on visera des TRI de 20% et du reporting très court-termiste dans le monde financier, on n'arrivera pas à laisser à tous ces leaders, il peut y en avoir de plus en plus, le pouvoir de s'exprimer et de driver le changement. Donc CSRD oui, mais pas que. Voilà. On continue, vous voulez répondre ? Peut-être un élément complémentaire pour juste rajouter à ce qui était dit, auquel je partage. On a vu en 2001 avec la loi NRE que ça a encouragé un reporting des entreprises françaises à être très conscientes de leurs impacts extra-financiers. Donc le fait de mesurer, ça encourage souvent les entreprises à réfléchir à leur stratégie, leurs risques. C'est sûr que la reporting ESRS et CSRD va avoir justifier des charges de travail supplémentaires. Nous, l'effet positif qu'on voit dans toute forme de mesure, c'est que quand tu arrives à un comité de direction, c'est de se faire poser les bonnes questions sur quelle est la création de valeur que je peux générer grâce à l'économie circulaire, quelles sont mes dépendances, quelle est ma stratégie, quels sont les indicateurs par rapport aux pairs de mon secteur. Donc, mesurer, ça va toujours dans le bon sens, ça commence par là. Après, je pense que la mesure a déjà commencé dans les clients pour lesquels on travaille. Les groupes comme Saint-Gobain sont des groupes qui d'ores et déjà connaissent bien leur dépendance aux ressources, ont déjà une connaissance des taux de recyclés, comme on a entendu. Donc ça va accélérer peut-être pour les entreprises qui ne se sont pas encore saisies du sujet, ce qui est très bien. Mais le plus important, c'est que ce sujet soit saisi au niveau d'un comité de direction et des enjeux, des réflexions stratégiques, pas uniquement l'aspect reporting ESG, qui est une partie nécessaire, mais certainement insuffisante pour faire pivoter les business. Oui, je partage. Dans un groupe comme Saint-Gobain, on se doit d'être en avance sur toutes les réglementations, quelles qu'elles soient. Voilà. Quand on est un industriel comme nous et qu'on fabrique dans 80 pays, on a une conscience environnementale, on a un objectif. Et voilà, atteindre zéro net émission carbone à 2050, ça veut dire un plan d'action précis dans chaque pays, dans chaque business unit, avec des indicateurs. Et donc, c'est très bien de pouvoir se comparer, d'avoir un cadre, etc. Effectivement, je rejoins sur le côté, peut-être que ça peut participer, en tout cas, on peut faire une sorte de partage d'expérience et ça peut permettre de montrer les bonnes pratiques. Mais ce qui est certain, c'est que ça doit être intrinsèque. C'est à nouveau au cœur de la stratégie. Voilà, on ne peut pas se contenter de dire il y a un référentiel, il faut qu'on déclare. C'est dans l'action au quotidien. Chacun, chez nous, chaque métier, a une composante économie circulaire quelque part. Cette préoccupation environnementale, elle doit être partagée par tous et dans chacun des métiers. Bien au-delà de tableaux de chiffres et de reporting. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon, c'est pour le micro. Il nous reste exactement 9 minutes. C'est assez... Tac, tac, tac. Devant. Et après, on ira voir par là. Alors, merci beaucoup. Moi, je tiens déjà à souligner que l'équité, la table ronde, c'est vachement intéressant, mais c'est aussi la diversité. C'est-à-dire qu'on a à la fois des acteurs industriels, acteurs associatifs et des conseils. Moi, je m'appelle Guillaume Adjiman, je suis ambassadeur d'un lieu dédié à l'accueil des startups technologiques qui a ouvert à Nanterre, le Fine Climate, dans un bâtiment qui fait 55 000 m². Alors, on a peu parlé, sauf erreur de ma part, du question du financement. Et qui dit financement d'innovation, donc on a l'ADEME qui a un fonds, on a Saint-Gobain qui a un fonds de corporate venture. Et je voudrais que vous nous disiez un petit peu plus en fait sur les nouvelles trajectoires et les ROI qui sont attendus sur les business dans lesquels vous investissez et parfois en lien aussi avec vos métiers. Donc le lien des startups ou des innovations que vous détectez, que vous accompagnez et que vous intégrez dans vos nouveaux procédés de fabrication. Voilà, merci beaucoup. Je peux peut-être tenter une réponse. Donc, financement, il y a plusieurs sujets. Il y a financer dans des startups, aider, incuber, co-investir. Il y a aussi, dans ce que j'avais évoqué tout à l'heure, l'idée de, quand par exemple on veut vendre de l'usage ou de la performance,
Les groupes industriels ont besoin de partenaires financiers. Ça, c'est un enjeu majeur de l'accélération de la circularité. C'est que quand une entreprise qui vend des objets veut passer à la vente de services, l'entreprise n'a pas envie d'avoir dans son bilan des centaines de milliers ou des millions d'objets, d'assets qui vont totalement changer sa vision comptable vis-à-vis des investisseurs. Donc là, on a besoin de partenaires financiers, c'est en train de se mettre en place. Sur la partie investissement, on a des industriels ici. Quand j'étais chez Schneider Electric, il y a dans les groupes industriels une recherche constante de partenaires sur des nouvelles façons de concevoir des matériaux, sur les outils d'intelligence artificielle pour faire la préventive maintenance. Donc je crois que les groupes industriels aujourd'hui ont des équipes qui sont chargées justement de chercher à l'international des entreprises qui pourraient être demain des relais de croissance, des partenaires, dans lesquels elles peuvent éventuellement investir. Les grands groupes industriels, français ou autres, ont des fonds propres, 500 millions d'euros, 1 milliard, 200 millions, qui sont dédiés justement pour aller chercher ces pépites et inventer avec ces entreprises-là. Donc, je ne sais pas si c'est la question que vous posiez, mais je pense qu'il y a déjà une vision... non, mais tout à fait. Mais la problématique actuelle, c'est que bien souvent, les financeurs, le VC, le private equity, etc., étaient habitués jusqu'il y a peu de temps à avoir des TRI élevés. Et pour faire de l'impact et avoir des choses pour faire le changement, il faut le dire, il faut être en capacité de pouvoir abandonner peut-être un peu de performance économique et de considérer une trajectoire de temps plus long. Voilà. Ce qui n'est pas évident quand on sait qu'il y a un objectif de croissance, certes mesuré. Voilà, c'est ça sur le changement qui est nécessaire de s'opérer. Merci beaucoup. On fait rebondir Cyrielle. Beaucoup de Cyril dans cette séance. Et ensuite, on va prendre des questions par là. Voilà. J'ai abordé rapidement le sujet du TRI à l'instant, donc je veux bien rebondir. Nous, on est effectivement une jeune entreprise, donc on n'est pas très loin. Il y a quelques années, on aurait pu être incubé peut-être dans ces locaux. On constate qu'il y a à notre échelle donc de plus en plus de fonds d'investissement qui affichent une volonté de s'orienter vers de l'impact. Donc c'est un grand mot. Chapeau pour décrire une transition. Enfin, dans l'ensemble, l'intention est plutôt bonne. En revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui, la part de ces fonds-là qui sont sincèrement en capacité de renoncer à un TRI très important, et moi je me dis toujours, c'est un triptyque, il y a l'environnemental, le social, l'économique. Si on tire trop sur l'environnemental et le social, on a super en économique, mais inversement, c'est un jeu... Il n'y a pas de magie, quoi. Donc, si on veut plus d'environnemental et de social, à un moment, il faut renoncer à l'économique, pour schématiser. Et ça, aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des fonds d'impact qui sont sincèrement prêts à renoncer à ça. Et donc, ça me ramène à qu'est-ce qu'ils promettent eux-mêmes à leurs investisseurs. Et ça me ramène au récit, à l'inspiration, aux gens. À quoi est-ce qu'on aspire en tant qu'individu ? Parce qu'accumuler de la richesse, pourquoi faire si à la fin on ne peut pas vivre ensemble ? Donc c'est un peu abstrait ma réponse, mais en tout cas, je trouve que c'est ce vers quoi il faut bosser. C'est quelles sont les promesses que font les fonds d'investissement à leurs propres investisseurs, institutionnels et individus, et dans quel but de société. Et ça bouge, mais ça bouge lentement, c'est mon constat. C'est toujours le dilemme, l'économie et l'écologie, l'environnement. Xavier, et ensuite on passe la parole, parce que ça se termine dans 5 minutes. Je vais être un peu provocateur, justement. Je trouve ça plutôt rassurant d'ailleurs que les fonds finalement posent les mêmes questions à des entreprises d'innovation circulaire ou d'innovation matière que pour tout autre business, parce que ce sont les questions qui vont permettre à ces modèles de devenir, je dirais, de grande taille demain matin, rentable et à très grande échelle. Donc je pense que la discussion qui cherche à réconcilier l'économique et l'environnemental est au contraire essentielle. Et je pense que c'est la condition mais absolument nécessaire pour que ces modèles deviennent des modèles à échelle et pas des modèles anecdotiques. Donc je pense qu'on encourage ça et je trouve ça plutôt rassurant. Je veux juste rebondir là-dessus. Je suis d'accord. Donner la parole. Je suis d'accord. Il faut absolument pas opposer écologie et économie. En revanche, les modèles dont on vient tous de parler, et Raphaël l'a un peu cité, ne sont pas en mesure de concurrencer les modèles linéaires actuels, parce qu'on joue avec des règles du jeu qui ont été établies pour le linéaire et pas pour le circulaire. Donc le prérequis, le financement, oui. Moi, je représente plus de 500 entreprises du secteur, donc j'en ai beaucoup qui font des levées de fonds, etc. Donc les histoires de ROI, de Return on Investment, sont clés. Mais la clé,
c'est aussi de changer les règles du jeu pour que ces nouveaux modèles soient compétitifs. Et donc, tant qu'on n'intégrera pas les externalités négatives des modèles de production dans les process de production, on sortira toujours avec des modèles plus chers qui, en plus, ont des boucles retour qui ajoutent de la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, aujourd'hui, elle a un coût. Donc oui, financer, il le faut, mais il faut aussi avoir en tête que si on veut chercher de la rentabilité dans ces nouveaux modèles économiques, la clé, elle se trouve à la base, ce sont les règles du jeu. Merci beaucoup. Et dernière question pour terminer cette session, madame. Oui, bonjour, je voudrais juste partager un témoignage d'entreprise. Moi, je travaille dans l'industrie du jouet et de la peluche et on est nous-mêmes donc dans un groupe qui fait des fournitures scolaires. Et je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit au niveau de l'ADEME, sur l'aspect que la sobriété peut répondre à certains consommateurs. Plusieurs freins, nous, qu'on rencontre. Le premier, c'est la vitesse géographique. On n'a pas eu toutes les mêmes réalités entre la France, là on est entre Français, entre Européens. Quand vous parlez à la force commerciale qui travaille au Moyen-Orient et en Afrique, l'économie circulaire entre Dubaï, qui n'en a rien à faire, et l'Afrique, où ils ont une problématique de se nourrir au quotidien, d'avoir accès à l'eau, les produits éco-conçus, économie circulaire, on n'est pas du tout dans une logique de massification dans ces pays-là. Donc ça, c'est une première remarque. La deuxième, c'est nous, dans le secteur du jouet, on est dans le Jura, on fait en Chine en grande partie. Quand on veut faire de la location de jouets en bois et de doudous et de peluches, on en est là. Culturellement, ça ne fonctionne pas. Alors que les Mattel, les Hasbro ne font rien du tout, ni Lego. Et qu'il y a suffisamment de Barbie dans le monde pour tous les enfants, mais que ces acteurs-là s'en foutent complètement. Donc il y a aussi un biais vraiment de taille d'entreprise et que les petits essayent, mais qui se font happer par les gros. L'autre chose, c'est de faire cohabiter un modèle de l'ancien monde avec le nouveau. Moi, mon PDG, il me challenge au quotidien en me disant aujourd'hui, on a une baisse de natalité, on a de l'inflation, les gens ne peuvent plus acheter les jouets. Concurrence accrue avec les Lidl et les grandes marques qui nous tuent. Et un changement de pratique de consommateurs qui sont plutôt sur la seconde main. Et on voit très bien les biais avec Vinted, qui ne vont pas du tout sur la location, qui est beaucoup plus vertueux. Sur la réparation, très intéressant ce que disait Mme Renesson. Nous, on aimerait bien lancer la réparation de nos jouets, sauf qu'aujourd'hui, la valeur du jouet est trop basse. Donc les clients n'y vont pas, ils vont acheter du neuf ou de la seconde main. Et on n'a pas non plus les réparateurs labellisés, etc. Donc il y a une complexité, on a envie d'y aller, mais très franchement, c'est d'une complexité sans nom. Merci pour ce témoignage. Une dernière réponse ou pas, Célia? Que c'est vrai que c'est systémique. Donc en fait, on est effectivement on doit apporter des réponses dans un système qui nous échappe aujourd'hui. Donc il faut absolument qu'on utilise tous les leviers qu'on a cités jusqu'à présent pour s'en sortir. Mais il y a un ensemble de choses à changer. La rentabilité, ce que je disais, la compétitivité des modèles. Ça passe par les règles du jeu actuel, effectivement. Je donnais l'exemple de la machine à laver 400 € versus 200 € parce que c'est la réalité, c'est la même chose avec le jouet. Tant que les gisements en fait, qui arrivent aussi sur notre territoire européen, parce qu'on parle d'économie mondialisée, mais on est aussi là, je pense principalement en Europe, arrivent, ne coûtent pas assez cher, ne respectent pas les mêmes normes, ne jouent pas avec les mêmes règles du jeu, ça sera difficile de rendre les modèles durables rentables. C'est ça. Merci beaucoup. Il est 13h, c'est assez strict. Merci infiniment à vous toutes et tous pour votre écoute, pour votre intérêt pour le sujet et bien évidemment, on applaudit très fort nos 6 panélistes. Merci.